Bonsoir. Oui. Je vais essayer de faire ma partie de la conférence en français. J'espère que je vais me faire entendre. C'est vrai que possiblement il n'y a pas des mots que je connais parce que mon français est plus colloquial à cause de que partie de ma famille est française. Mais je pense qu'avec les images, ça ira. Et d'abord tout, je voudrais remercier à l'institution et à Francis Rambert pour nous avoir invités ici. Pour nous, c'est vraiment un honneur et un vrai plaisir d'être ici à Paris et dans son encadrement et ce merveilleux musée que vous avez de l'architecture et patrimoine. Et aussi, je voudrais, comme introduction, vous signaler que on va montrer le dernier travail qu'on a fait à notre étude. Alors, on va montrer deux œuvres finies qu'on a finies au début de cette année, à finale de l'année dernière, et une œuvre en construction, et puis 3 projets qu'on a récemment gagnés et qu'on est en train de développer le projet technique. Alors, on va voir surtout architecture publique, pas seulement des immeubles publics, mais aussi des logements sociaux, que pour nous, c'est vraiment un chemin de recherche, toujours, dans notre étude. Je vais prendre la montre pour ne pas être trop long. Alors, le premier projet qu'on va montrer, c'est un projet de logements sociaux à Cadiz. Et pour nous, il y a quelque chose, une réflexion que nous intéresse, qu'on va voir en plusieurs projets, que c'est l'espace urbain contenu dans l'architecture. Et surtout dans le point de vue de logement. Et tout le monde sait que maintenant la ville, c'est un endroit très dangereux. Personne n'envoie les enfants jouer dans la rue maintenant parce que c'est entre les voitures, les drogues, les rapts, c'est quelque chose que moi personne, surtout en Espagne et en Paris, en France, sont pareils. Mais on est très préoccupé parce que l'architecture commence à donner solution à ça en faisant les logements complètement enclorés, enfermés, en créant une vraie barrière entre l'espace collectif du logement et l'espace public de la cité, de la ville. Alors on pense que c'est un vrai problème parce que finalement ce qu'on trouve, c'est une ville complètement vide, une ville sans caractère, sans vie. Alors on y pense que l'architecture doit collaborer non seulement à faire une agréable et vivable architecture, mais aussi une agréable et vivable ville. Alors, le projet qu'on va montrer, on pense que c'est un exemple d'une recherche, de trouver une autre solution qu'on peut faire réellement, que l'espace public rentre dans l'espace collectif des logements et faire une interrelation entre les deux lieux et conviver et activer. Et comme ça, on peut faire agréable les deux. Non? Alors, et ça se passe à Cadiz, c'est dans le centre historique. Et c'est très... c'est ça, on nous avait donné cet immeuble pour restaurer. Ça devient en charge d'une officine publique de restauration de casques historiques de Cadiz, qui a une politique très intéressante de réalloger les mêmes personnes qui habitaient dans l'immeuble. Alors pour nous, c'est une responsabilité très grande, parce que il y a par exemple, ça c'était un ancien palais, que c'était l'arrière du palais du XVIIe siècle, qui n'a pas du tout caractère parce que la façade principale c'était à l'autre côté. Et c'est ce qui se passe dans le centre de Cadiz, que beaucoup de familles commencent à rentrer dans l'ancien palais et distribuer les espaces d'une manière très cohérente, non? Très comme ça. Non? Comme je vous disais avant, c'est là la cathédrale de Cadiz. Ça c'est tout le barrio del Popolo,
très dense espace. Là, c'est la meuble que l'ancien palais 18e, c'est ça. Et finalement, la propriété qu'on est en train de développer, c'est juste la moitié. Alors, elle n'a pas un caractère noble. La façade noble, c'est là. Et l'endroit, c'est vraiment impressionnant à côté de la cathédrale. Alors, pour nous, comme je disais avant, c'était une vraie responsabilité de penser que toutes les familles qui habitaient là, que c'est 11 familles qui ont ouvert son propre espace dans ce palais, on va, lui, après la remodélisation, va encore autrefois être réallogé. Alors, on voulait réellement pas changer leur façon de vie. Et on avait trouvé quelque chose de très intéressant, que par exemple, ça, c'était la cuisine du logement, de la maison qui était, de l'appartement qui était dans le premier étage. Et ça, c'était la chambre du garçon. Alors on voit que c'était complètement même démembré, chaque logement. Et là, c'était la salle de bain du monsieur qui habitait là. Alors qu'est-ce qui se passe? Que c'était vraiment très intéressant que l'espace collectif devenait une partie de la propre vivienda, non? Vivienda, logement, je ne sais pas si on dit cellule, non? Cellule d'habiter. Alors, réellement, c'était quelque chose de très, 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 très important pour nous et on voulait réellement faire ça. Mais c'est bien qu'on ne pouvait pas parce que les lois ne permettent pas que tu fasses tu partages un truc en deux. Mais on voulait bien faire un espace collectif très activé, avec beaucoup de vie. Alors, ça, c'était une échelle qui communiquait le rez-de-chaussée avec la première étage, mais ça pouvait bien s'entendre comme un couloir d'une maison ou comme une échelle de la communauté. C'était les deux choses à la fois. Et c'était impressionnant de voir la vie des personnes qui avaient vécu ici depuis, la mémoire de ces personnes, non, vécues pendant tant d'années. Et bon, cette responsabilité pour nous, c'était vraiment très important. Ça, c'est un modèle de l'état original. Alors, c'est vraiment ça ce qu'on avait trouvé. Chaque couleur appartient à une propriété. Alors, on voyait réellement qu'on avait trouvé un logement puzzlé. On nommait finalement ça. C'était des viviendas puzzlées, logements puzzlés. Alors, on savait sûr qu'on voulait que le projet qu'on fera sera ça. On voulait faire ça, vraiment. Alors, ça, c'est la première propos du projet. Donc, on voyait que le blanc, c'est l'espace collectif et les couleurs, ça appartient. Ça, c'est un étage standard du projet. Mais on voit réellement qu'on avait une lecture de la ville comme ça. Alors, on était sûr qu'on devait faire ça. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est un des projets, des procédés de projet, que c'est vrai. On avait finalement faire chaque logement comme un puzzle, on les mettait et ça, on faisait le bâtiment. Je prends ça parce que c'est un résumé de ce projet que vraiment a eu une vie très compliquée. Et parce que pour être un projet de l'administration, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements pendant la duration du projet. Et au début, il disait, d'accord, maintenant dans cet immeuble, il habite 11 familles. Vous devez réalloger les 11 familles. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais il faut mettre les 11 familles dedans. Alors, on se trouvait à des anciens murs très gros, sans lumière, sans ventilation, on disait. Mais, et vraiment, si vous voulez les 11 familles, dans cette structure, ils ne vont pas rentrer. Alors, il dit, ça ne fait rien, vous pouvez détruire la maison, vous la détruisez complètement et vous faites un projet de nouveau. Alors, on dit, d'accord, vous me donnez le permis? Oui, je vous donne le permis, vous faites ça complètement. D'accord. Alors, on commence le contrat et on démolit et on fait une propose d'un projet nouveau. C'est celui-là. Et c'est celui-là que, finalement, arrivé à ça, non? Ça, c'est les différents logements et qui, quand on les mettait ensemble, apparaîtrait ça.
avec une très, très importante relation de les viviendas, les logements, entre l'espace collectif. Alors, il nous disait, d'accord, il faut que vous fassiez un projet de démolition, et juste on fait un projet de démolition, et jusqu'on arrive à ce point-là, le jour avant la démolition, et depuis 1 an et demi de projet, de supervision, on a la licence, et tout, le jour avant, il arrive les archéologiques. Alors, dans la presse, le lendemain, il dit, oh, désastre, ils vont démolir ça s'appelait la Casa del Plátano, le banane maison de la banane, je ne sais pas quoi. Alors, c'est un scandale politique. Alors, le monsieur de l'administration nous vient et nous dit, impossible, vous ne pouvez pas démolir la maison, il faut que vous fassiez un autre projet. Mais j'ai dit, mais vous m'avez dit que j'avais le droit, et maintenant, vous ne pouvez pas le dire avant. C'est un désastre. On a travaillé 1 an et demi avec différents projets, parce que vous voyez, chaque colonne, c'est un différent projet du procès, non, de recherche pour réussir dans notre final objectif. Alors on dit, non, alors non, c'est pas possible, vous allez faire une réhabilitation. Je dis, mais sûrement, pour avoir les conditions de salubrité, il ne va pas entrer les 11 familles, ça ne fait rien, ça rentre sur ce que vous voulez. Alors finalement, ils n'ont entré que 7 familles. Ils étaient d'accord, alors on a commencé le projet de réhabilitation. Mais pour nous, c'était très important, très intéressant, parce que les objectifs de projet, c'était le même. On voulait faire de viviendas puzzles. Et on voulait que ça soit très relationné, les logements avec l'espace public, mais dans le même lieu. Alors on avait fait pour 2e fois le même projet, dans le même lieu, mais différentes conditions. C'était vraiment un effort très, très grand de projet, mais finalement on est content parce qu'on a réussi à faire le même projet, mais différent. Et pendant qu'on était en œuvre, après je vous raconterai, parce qu'il disait non, maintenant vous avez 7, mais il y a changement, maintenant on voudrait qu'au rez-de-chaussée, que vous avez mis 2 logements, finalement on veut un local social, et en plus là où vous avez la porte, c'est pas possible parce que l'église veut privatiser l'espace. Bon, finalement, 2 mois avant finir, il nous change encore une fois l'objectif. Alors on était vraiment jusqu'ici, mais bon, finalement on croit qu'après toutes ces circonstances, on est content. Alors voilà le résultat de la réhabilitation. Et le concept de Viviendas Puzzles, on a réussi. Et chaque couleur, c'est un logement. Et c'est vrai que finalement, les derniers, parce que tout ça appartient à la structure ancienne, et à partir de ce niveau, on pourrait grown up, faire des duplex et avoir des logements qui continuent en haut, monter en haut. Alors, on faisait un exercice de qu'est-ce qui se passe avec l'espace collectif, que c'est notre préoccupation. Alors, on a fait un modèle de l'espace collectif, ces espaces qu'on disait au début, qu'on est de contenu entre les logements puzzlés. Alors, finalement, apparaît une figure étrange comme ça, que finalement, c'est pas seulement ça, sinon que est devenue comme une 2e rue. Une 2e rue, je vous explique pourquoi je dis ça. Ça, c'est les structures anciennes du palais, d'accord, et que c'est ça l'original de notre édifice. Et ça existait avant une rue sans fin qui donnait pour rentrer dans l'immeuble voisin et dans le nôtre, et qu'après a été construit. On se trouvait ça maintenant. Ça, c'est les différentes couleurs de l'époque antique, médiévale, c'est cela, le cycle 15, c'est la rose, etc., etc. L'archéologue nous avait fait, nous donnait qu'on ne pouvait pas toucher ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, quand même. Bon, c'était un peu... Alors, pour nous, c'était très important de récupérer cette ancienne rue et la continuer à l'intérieur. Pourquoi? Pour faire, c'est ce que je vous disais au début, pour faire vraiment une rue urbaine, un espace public urbain qui rentre dans l'espace collectif du logement.
Alors c'est ça, c'est ce que réellement on voulait faire et on a trouvé de faire. C'est vrai que, ce que je vous disais, que pendant l'œuvre, le prêtre nous a coupé l'objectif parce qu'il disait que comment ça va faire ça, que tout le monde va rentrer par là. Il voulait privatiser cet espace pour une exhibition, une itinéraire d'une exhibition de l'église, je ne sais pas quoi, que réellement c'était, bon, on ne comprenait pas, non? Comment, si on parle de l'important que c'est pour une ville d'oxygéner les espaces, de mettre que les gens se croisent, d'activer les espaces publics, maintenant c'est l'église qui veut la privatiser et encore faire ces ghettos, ces espaces complètement sans vie, non? Alors finalement, on a dû mettre l'entrée par ici. Mais on a continué à avoir cette rue, cette deuxième rue, plus grande en plus, presque pareil que la réelle. Et le plus important, qu'après, si on a mis le local commercial, on a fait que pour le local commercial, on doit rentrer pour notre deuxième rue, qu'on a donné exactement le même caractère que la réelle. Et voilà, ça c'est une coupe pour la rue intérieure, qu'on peut voir qui a exactement le même caractère que la rue extérieure. Et elle est ventilée, illuminée par des trous qu'on fait en haut. Alors maintenant, je vais faire un parcours de photographie pour cette rue, que c'était aussi très important, la relation entre les édifices voisins, qui avaient déjà ouvert des fenêtres qui étaient depuis très longtemps et qu'on devait garder légalement, parce que si on ouvre plus, et si y a dans les medianeras, je ne sais pas comment on dit en français. Oui. Pardon? Oui, mitoyen. Et s'il y a plus de 10 ans, on doit le laisser. Et nous, on était très contents de le laisser parce que ça collaborait à faire un espace urbain. Réellement, on a poursuivi de faire cette rue comme une rue réelle et on croit qu'on a réussi. Alors, on continue en avant. Alors, là, dans cet espace, il pleut et bon, que c'est réellement extérieur. Et en plus, on trouve des choses comme ça, des fenêtres ouvertes, les voisins encore ici. Alors, ça collaborait pour créer un nouveau espace public activé. Alors, on continue, et ça, c'est le principal espace. Alors, ça, on voulait travailler comme un meuble, mais c'est l'espace qui communique, ça c'est l'étage, deux différents appartements. Alors, c'est aussi un espace public, et on voulait le traiter aussi comme un espace aéré et avec sa propre vie. Alors, on a voulu aussi, avec beaucoup de... contrôler l'épaisseur de la structure, avec finalement les volets en bois, préparés pour l'extérieur, parce qu'il va pleuvoir dans ce lieu-ci. Alors c'est quelque chose qu'on a essayé de faire bien pendant l'exécution. Et surtout pas penser les défenses comme quelque chose à part, sinon qui font part de la même fourniture, du même meuble. Et là, finalement, on a dû adapter cet espace, cette nouvelle rue pour les minusvalides. Et on pense en dernière heure, parce que c'était une décision finale avant de mettre l'espace commercial. On peut rentrer une fois dedans de cet espace. Et voilà, ça c'est la rue réelle. Et vous voyez qu'on a mis le même traitement dedans qu'en dehors. Et ça, c'est la clôture que l'Église finalement a mis. Et que pour nous, c'est réellement on ne veut pas penser à ça parce que c'est au contre de la ville. Et je prends ça, ces diapositives pour voir la relation entre
la façade extérieure et la nouvelle intérieure. Bon, ça c'est ce qui se passe quand ça s'ouvre. Mais seulement pour vous dire qu'il paraît que c'est quelque chose qui n'a pas ordre, mais réellement que c'est aléatoire. Mais vraiment, on a dû respecter les fenêtres qu'il y avait avant, et on a ouvert quelques-unes, et on a un peu déplacé les autres. Et autres ont été fermées parce que on a dû mettre, maintenant c'est 5 appartements sociaux. Alors il fallait coordonner la façade état original avec les nouveaux logements. Mais c'est complètement modulé, la dimension de la fenêtre, la dimension des volets, et finalement il y a une combination entre elles et il apparaît ça. Et en plus pour nous c'était important aussi la ventilation des cuisines et des salles de bain. Et la construction des volets, ça fait qu'il y a un espace complètement ventilé. Alors vous voyez ça c'est le tube de ventilation de salle de bain et de cuisine qui fait que ça ventile à partir de cet espace parce que la fenêtre réellement est à l'intérieur. Alors c'était pas nécessaire de sortir ce tube qu'on voit toujours dans les logements, c'est quelque chose d'étrange, mais voilà. Ça c'est pendant la finale d'œuvre. Et la présence de la cathédrale, c'est aussi impressionnant. Même on voit, ça c'est comme je disais avant, les 2 premiers étages, c'est l'ancienne structure de mur, et après la nouvelle architecture apparaît comme un nouvel espace urbain en dessous de l'ancienne, avec son propre paysage. Ça c'est ce que devait être la porte, mais que finalement a été complètement privatisé par l'Église. Voilà le nouvel espace urbain au dessous, avec la vision de la cathédrale. Et ça, c'est une des vues des logements sociaux. C'est pas mal. Le suivant projet qu'on a mené, c'est un théâtre en Níjar. Et c'est un espace public où, pour nous, c'était aussi très important de la relation entre l'espace public de la ville et l'espace public du édifice public. On ne veut pas qu'il y ait une barrière ou que la relation soit entre une clôture. Aussi pour nous, c'était très important de comment entendre des étranges architectures sans échelle. On ne sait pas où est la porte. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Bon, ici il y a une, mais on ne sait pas combien ça mesure. La relation avec le paysage. Pour nous, c'était aussi quelque chose que nous intéressait dans cette recherche. Alors, le plus important, c'était qu'on allait travailler dans un paysage désertique. C'était le désert d'Almería, de Níjar. Et tout ça, c'est des industries de poterie. Et l'ancien village, c'est juste là. Alors, on était presque en dehors, entouré entre anciennes industries de poterie. Et là, c'est tout le désert avec des invernaderos, un paysage très abstract. Je ne sais pas, on dit greenhouse en anglais. Pardon? Non, invernaderos, greenhouse, désert? Ah. Alors, quand on perd pas vous voyez qu'on ne perd pas le temps, on fait pour le même projet différents projets. Tout le temps, c'est quelque chose d'angoissant, mais très, très intéressant parce que finalement, on veut dire que c'est vrai que ça c'était un concours et on savait quel type de jury on allait trouver dans ce concours. Alors, on avait fait une architecture très traditionnelle avec des murs blancs, la lumière, l'ombre, tout très, très, très correct pour gagner le concours. Finalement, on avait gagné le concours avec ça. Et grâce à tout le temps que dépensait l'administration pour les différents états de projet, pour donner les licences, on profitait pour avancer dans notre recherche. Alors, vous voyez comment ça a développé le projet, ça devient en 3 parties, 2 parties, quelque chose de plus cohésionné avec le paysage. Où la recherche était surtout pour voir comment l'espace public
pouvait se mélanger, non, avec l'édifice. Bon, et finalement, ça c'est ça c'est final, quelque chose d'étrange, et finalement, pendant la construction, on a fait aussi des changements pendant la construction, mais c'était à nous-mêmes qu'on prouvait. Alors, bon, finalement, c'est fini à la fin de l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un projet de 1988 qu'on avait gagné le concours. 98, pardon, 18. Alors ça, c'est encore des maquettes de travaux. On travaille avec les mains et voir la relation entre le paysage et l'édifice. Et ça, c'est le lieu de construction, très, très sec, le dessert au fond, le village. Alors finalement, c'est ça, cette étrange architecture qu'on a installée dans le lieu, qu'on voulait que ça soit très relationné avec l'échelle de l'industrie de poterie. Alors c'est pour ça qu'on a finalement donné le tour à l'édifice. Ça, c'est l'édifice du théâtre et ça, c'est des ateliers des musiciens. Alors finalement, l'accès se fait en arrière et cet espace qui appartient à le lieu, on voulait faire un cadeau pour le village et le donner pour le village, comme un nouvel espace entre l'espace public et l'espace de l'édifice. Alors on voit une des rentrées principales dans le village. Eh bien, l'édifice, comme vous voyez, c'est un peu au-dessus pour rentrer à la même échelle du village. Je vais aller un peu plus vite. Et finalement, la décision de mettre 2 volumes, c'est parce que le programme, principalement, c'est un programme de nuit et un programme de jour. De nuit, c'était pour nous le théâtre, et le jour, c'était l'atelier des musiciens, pendant le jour, il y a des ateliers, ensayo, des essais, etc. etc. Et au milieu, on voulait entendre que c'était un nouvel espace pour les enfants, comme un troisième théâtre, un troisième espace, très important aussi pour nous, en parfaite relation avec la rue. C'est cet espace que, dans un niveau inférieur à celui de la rue qui est là, mais que parfaitement communiqué avec une rampe qui descendait et qu'on se sent complètement protégé grâce au vol, au porte-faux. Oui. Alors là, on verra après comment on voulait entendre l'espace comme un espace continu et on mettait des caisses fonctionnelles dedans. Là, c'est les officines de l'atelier, un espace d'exposition et tout le bâtiment et des programmes relationnés entre 2 édifices, les camerinos, camérins, je ne sais pas si on dit comme ça, et tous les trucs, plus les installations, etc. C'est ce que je voulais dire, tous les caisses fonctionnelles à l'intérieur de le grand tube continu. Et finalement, cette structure finit dans on appelle ça en espagnol bocas, la traduction c'est des bouches, mais on entend comment ça sont réellement des espaces vides où on veut faire la continuité de l'espace. C'est là où on appelle que c'est l'espace qu'on voulait donner en cadeau au village pour faire vraiment une continuité. Et en dessous, en cet inférieur niveau, le 3e théâtre pour les enfants. Alors ça, c'est un détail comment pour nous c'était très important du fait qu'on est au dessert. C'était vraiment des très extrêmes climats. Et on voulait sobreprotéger la façade de l'édifice. Alors c'est pour ça qu'on a travaillé avec différentes couches. Alors on a la première couche de termination, 2e couche de structure métallique, 3e de isolant thermique, imperméabilisante. Et maintenant, on a
une caméra ventilée, un espace vide ventilé, que grâce à la dernière couche qu'on lui appelle comme si c'était un vêtement de fête, permet que c'est en ombre, toujours en ombre et toujours ventilé. Alors ça améliore la condition climatique de l'espace intérieur. Et comme vous voyez, c'est la même solution pour le toit que pour la façade. C'est complètement un cercle, complètement cohérent et homogène. Alors on voit aussi comment la structure, aussi pour nous, on la travaillons, pas comme une structure linéale, sinon comme une cesta, quelque chose de continu. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un dans le peuple qui a mis une dénonce disant que c'était complètement inestable et que ça allait tomber, que comment la mairie permettait de faire ça. Alors, voyons la suivante couche, suivante enveloppe métallique. Et on voit maintenant comment, pour nous, c'était très important d'introduire les caisses dans l'intérieur de cet espace. On faisait beaucoup d'attention pour construire les bouches, ça ne sonne pas très bien en français, mais... et de cacher le marque du glace. On sait de glace de couleur, ça c'est le foyer, ça c'est le bar, en dessous caché c'est la salle de bain. Et en plus, on changeait les structures métalliques qui montaient en haut pour que vraiment l'épaisseur de la bouche soit contrôlée en haut, en bas, dans les latérales et les glaces colorées sans marque. C'était important aussi. Ça, c'est pendant la construction. Aussi, il y avait une autre dénonce de quelqu'un du village qui disait qu'on voyait la salle de bain, que comment on pouvait voir la salle de bain de l'espace extérieur. Il ne savait pas que finalement il y avait quelque chose caché. Et voilà, c'est ça. C'est la relation pour nous très importante qu'on a suivie pour la relation entre le volume de les industries de poterie et l'édifice final. Et voilà l'espace qu'on a voulu donner comme une continuation de l'espace public. Et toujours on disait que c'était pas nécessaire de faire une clôture parce que réellement c'était plus difficile sauter quand on fermait la porte là-bas. C'était plus difficile sauter à cet espace que réellement sauter une clôture. Alors finalement on disait non, mettez pas clôture. Et voilà le troisième espace protégé pour les enfants. Alors à l'intérieur, on mettait cette caisse qu'on voit finalement ici, c'est le foyer, etc., l'espace de théâtre, la tramoya, troisième espace, le niveau de la rue. Et voilà à l'intérieur du foyer, le théâtre, la salle principale. Et ça, c'est l'espace intérieur de l'atelier du musicien. Comme je vous disais, tout ça, c'est un espace vide. On pensait ça comme un instrument musical assis, pourquoi pas. Les officines et l'espace d'exposition. Ça, c'est une vue au-dessus de l'espace d'exposition. C'est vrai qu'on voit comment ça rentre la lumière. Et dit, comment que ça peut rentrer la lumière si ce n'est pas une bouche? Alors, c'est parce que, comme après, le vêtement de fête couvre complètement toutes les structures. De jour, on ne voit pas ces fenêtres, mais ça rentre la lumière à travers des trous de vêtements que c'est en aluminium perforé. Et de nuit, il apparaît comme par surprise des nouvelles fenêtres illuminées à travers de cette peau perméable. Et voilà un des espaces d'exposition. Et là, c'est un des ateliers des musiciens. Alors, tout l'espace est communiqué. Et finalement, un espace pour faire la musique. Eh bien, on a été invité pour l'inauguration de l'édifice. Et pour nous, c'était très un honneur. C'était le premier théâtre qu'on avait fini. Et bon, alors on a eu une très agréable surprise et très désagréable surprise à la fois. Alors, la première désagréable surprise, c'était qu'ils avaient mis une clôture.
l'espace qu'on lui avait régalé au FEACAD pour il n'avait pas entendu, je ne sais pas pourquoi, finalement, encore un problème de l'administration, un problème de papier, un problème de loi. Parce que réellement, ça, tout le monde peut sauter. C'est idiot. Pour nous, réellement, c'était encore une lutte contre les clôtures dans la ville. Je ne sais pas si ça se passe, mais en Espagne, à Séville surtout, ils ont commencé à clôturer tous les parcs. Alors, un espace public, comme un parc, maintenant, ça devient privé. Bon. Notre lutte, c'est continue contre les clôtures. Ça, c'est le deuxième, la grande surprise, la bonne surprise, qu'il avait parfaitement rencontré l'espace pour habiter le troisième théâtre. C'était très, très intéressant pour nous. Et voilà la première représentation. Voilà Pépé, voilà moi. Les enfants très contents. Pendant le spectacle, et à la sortie, tous les corps qui continuaient à se bouger. C'était très amusant. No, mucho más. Bueno, voy a hablar en Je vais castellano. donc moi m'exprimer en espagnol. Voilà, je m'exprime en castillan ou espagnol comme vous voulez. Nous allons d'ailleurs nous inscrire dans une continuité qui vont révéler des inquiétudes. C'est sans échelle, la vérité. C'est surtout un lien avec la pierre que nous avons recréé dans cette partie. Tout le monde le connaît, voilà. Il s'agit ici d'une pièce qui est inégalable à plusieurs titres, car il s'agit d'une véritable œuvre d'art qui, en fait, échappe à la critique. Comment voulez-vous critiquer? Est-ce que Michel-Ange savait que faire? Qui sait? Car, en fait, il ne répond à aucun canon de la création. Et donc, nous sommes très intéressés. Nous pensons que c'est une pierre, et on croit que tout simplement Michel-Ange lui a enlevé des morceaux, si vous voulez. Et là où il n'y a pas de matière, écoutez, on ne pouvait rien construire. Il n'y a pas de bras, tout simplement. Néanmoins, Michel-Ange parvient là où il y a de la matière et il parvient à sculpter un bras, une main, une musculature du corps, même la cuisse. Et lorsqu'il n'y a pas de matière, voilà, on le voit. Que fait-il? Il fait l'impossible pour que, minimalement, on ait quelque chose qui ressemble à un visage. Et puis, c'est un visage abandonné, car il n'y a pas plus de matière pour lui donner autre chose, une autre expression. Alors, probablement, pour comprendre cette pierre, je crois qu'il faut penser à ne faire aucune œuvre, à faire la non-œuvre. Alors, le concours de l'Europe, concours que ça fait, que dirais-je, nous avons eu la grande chance de gagner ce concours très peu de temps après avoir terminé nos études. C'est une œuvre qui se poursuit et nous en sommes aujourd'hui dans la deuxième phase. Alors, nous ne voulions pas, si vous voulez, nous ne voulions pas abandonner l'explication de ce projet. Alors, on se trouve ici à Ceuta, qui est le nord de l'Afrique, et c'était assez difficile de laisser passer cette occasion. Nous venions de terminer nos études. Tout se présentait comme un lieu extraordinaire. Vous savez, c'est très agressif, Ceuta. Le climat est extrêmement dur. La nature est très violente. Elle est sans merci. C'est le paradis du Sud, si vous voulez. Tout comme la côte qui se trouve en face et qui se trouve à 12 km. Et c'est vrai que tous les surfistes connaissent comme un des grands lieux pour faire du surf. Alors, lorsque nous avons visité cet endroit, alors avant, bien sûr, de construire, nous savions, mais nous ne savions pas que nous aurions l'occasion de gagner ce concours. C'est un lieu qui était rempli de différentes choses qui étaient plus ou moins intéressantes. Il y avait tout d'abord, bien sûr, c'est une ville militaire qui est sous contrôle du détroit de Gibraltar, qui est extrêmement contrôlé, comme peut-être vous le savez. Et puis, ceux qui travaillaient dans les
dans les mines, extrait des pierres et les différentes maisons qui avaient été construites avec les pierres de l'endroit, en fait, avaient rempli, si vous voulez, les vides laissés par l'exploitation de la pierre. Il n'y avait pas, si vous voulez, de projet au départ, mais là où il y avait des vides, là où on avait laissé un creux, là où également pour se protéger d'ailleurs du vent, puisque c'est un lieu très, très venteux, on avait reconstruit pour se protéger, et puis c'était une possibilité de se loger facilement. C'est un projet qui va de là à là, vous voyez, c'était la situation telle qu'on nous l'avait présentée avant le concours. C'est là, vous voyez, un peu sur une des parties de la montagne, et vous voyez, c'est entre la ville de Ceuta et le détroit de Gibraltar. Alors, nous voyons ce que nous avons construit. Nous n'avons pas pu construire une ville en continuité, loin s'en faut. Simplement, nous avons pu construire quelque chose qui s'était protégé du climat, du vent. Nous avons essayé de profiter également de la roche à la disposition de nombreuses roches. Et nous avons vu que nous avons essayé de trouver des endroits. Nous avons donc abattu, nous avons creusé, nous avons essayé de reconfigurer l'endroit, d'ailleurs un peu pour ressembler ou pour s'en tenir au plan qui avait été mis en place. Nous avons modifié, mais nous avons donc créé une répartition en fonction d'un plan qui avait été préétabli. Voilà, ça c'est ce que nous avons présenté au concours. Vous voyez ici au fond, là où il y avait des possibilités. Nous avons construit les tours qui, bien sûr, répondaient au nombre de logements que nous devions absolument construire. Et puis, il y avait ensuite les maisons unifamiliales qui essayaient d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, alors se couler dans la topographie de la montagne, alors que les tours avaient plus comme finalité le plus grand nombre de personnes, la quantité. Il y avait des places que nous avons voulu pour se protéger contre le climat, contre le vent. Nous voyons que les logements devaient être le lieu d'habitabilité, de la vie, et puis, si vous voulez, inséré, si vous voulez, dans, bien sûr, tout ce qui était la topographie existante, c'est-à-dire le lieu de départ, avec, bien sûr, ses ouvertures, ses différents creux, et ce que l'homme avait déjà creusé et laissé. Il y avait de nombreux lieux de départ, bien sûr. Il y avait la topographie qui n'était pas facile, qui empêchait en tout cas d'avoir des constructions uniformes. Bien sûr qu'il y avait d'autres environnements tels que l'ensoleillement qui était très très différent suivant les endroits. Dans ce lieu de construction de logements, le vent bien sûr très fort, hein. Et il y avait une clause qui était tout à fait intéressante, en tout cas, qui nous apparaît intéressant. En fait, on sait que les bons concours ont des bonnes bases. Hein, attention. Chaque fois, si vous voulez, si un concours est bon, en général, sa qualité peut se mesurer à l'aune des bases. On le sait, on ne peut pas construire une charpenterie et des fenêtres contre le vent. Impossible. Si vous voulez, en 3 ans, tout simplement, écoutez, tout simplement, tout ça pourri par carbonisation. Alors, le fer se détruit, tout se détruit. Alors, évidemment, on ne peut rien construire contre le vent, car le vent est capable de toutes les destructions possibles et imaginables. Donc, il entraîne une pourriture rapide. Alors, je vous parlais du vent, il y avait d'autres circonstances, des facteurs qui étaient très, très négatifs. Au regard, d'ailleurs, cela apparaît simplement au regard de ce lieu. C'était un lieu merveilleux. Qui, en fait, ouvrait sur le Maroc, sur le Tétouan, et de l'autre côté, il y avait la baie de l'Atlantique qui ouvrait vers les détroits de Gibraltar et donc vers l'Espagne. Alors c'est sur cette espèce de plateau que nous étions invités à construire, d'où vous aviez ces vues imprenables, cette ouverture sur les deux mondes.
Et de manière tout à fait surprenante, nous sommes parvenus à tout allier, me semble-t-il. Nous avions, si vous voulez, une boîte à outils. Bien sûr qu'il fallait l'organiser. Il y avait tout un programme à monter. En rouge, vous voyez, il s'agissait d'une cuisine. Et puis, il y avait ensuite, en jaune, le lieu de repos. Et puis, enfin, il y a la salle de bain. Ça, c'est la base, de toute façon. Bien sûr, et tout dépendait de la topographie, de l'ensoleillement, du vent, de l'air. Et donc, nous avons construit tout ça sur base de caisses, des caisses que nous avons aménagées, que nous avons bougées, dans un certain sens, dans d'autres sens, avec des pièces qui divisent dans un sens, dans d'autres sens. Tout cela enfermé, si vous voulez, dans ce que vous voyez ici, qui se trouvait sur un plateau en fonction de la topographie. Nous avons inséré ces différentes constructions, ces imaginations qui, en tout cas, avaient un élément de base, un élément commun, dénominateur commun, qui étaient ces espèces de caisses, ces espèces de boîtes. C'était finalement une union de logements, même si ce sont des logements qui sont séparés. Et c'est Jos Perec, que nous aimons beaucoup, qui dit d'ailleurs, il y a une continuité infinie dans ces différents logements. Et là, il a d'ailleurs écrit un livre tout à fait extraordinaire. Et il dit que dans ces maisons, dit-il, ce n'est pas vraiment des quartiers. Ce ne sont pas des quartiers. En fait, il dit que c'est un ensemble dans lequel on mange quelque part, on dort dans l'autre, on va faire l'amour là. Et en fait, on a l'impression d'être transporté d'un lieu à l'autre. Bien sûr, il y a une correspondance. Et pourtant, il n'y a pas d'uniformité. Comment vous dire, c'est comme une réunion, c'est comme une union de logements avec certains programmes qui sont différents, avec des tâches qui leur sont assignées ou des lieux où on fera autre chose. Alors ça, ce sont les types de caisses ou de logements, si vous voulez. Alors c'est la caisse initiale ou la boîte initiale. On voit comment les choses évoluent, bien sûr, salon, cuisine et bien sûr la chambre à coucher. Puis les deux chambres à coucher, toujours une salle de bain. Voilà. Ça, cette section, c'est bien sûr en haut que l'on vit, qui est d'ailleurs protégée contre le vent, avec cette cuirasse carrément. Et puis, en bas, les chambres à coucher. Et puis, il y a encore deux patios qui sont très importants, en fonction de la topographie, de l'accès du vent, etc. Alors, on voit ici une sensation de protection très grande contre l'ensoleillement, contre la météo, contre les différentes intempéries. On a un duplex, on voit un appartement ici. C'est une véritable cuirasse dans laquelle se retrouvent ces caisses. Un des groupes, une des faces de l'œuvre, prenait cette forme-là. Nous voyons, c'est un duplex de cette tour. On voit très bien ici que la cuirasse, on voit très bien que le logement, si vous voulez, se replie sur soi, se rétracte. Et puis, ici, vous voyez les différentes parties, le garage. Un peu plus loin, nous avons ce que sont tous les logements. Et ici, il y a en fait une construction qui, lui, reprend absolument toutes les tâches et toutes les fonctions. Mais il y a des fonctions qui se répartissent entre différentes constructions. On voit ici les constructions unifamiliales. Et puis, ici, nous voyons que les cours, les différentes tours, toutes les tours, bien sûr, sont différentes. Et en général, les lieux de vie dans les tours ont été les rez-de-chaussée qui ont été consacrés. Alors, cette œuvre, bien sûr, c'était cette option à la gauche par rapport à l'option d'à côté, que nous avons essayé aussi de ne pas trop rompre. Nous avons voulu qu'il y ait un lien, qu'il y ait une passerelle, en tout cas mentale. Et surtout, ce que nous avons voulu, c'est que les maisons unifamiliales disparaissent dans la topographie de la montagne.
pour que finalement n'émergent que les tours. Puis, ça c'est un modèle de ville qui devait être repris dans une certaine mesure, devait en tout cas permettre d'avoir nous inspirer pour l'arrière-fond de cette construction. La roche était très importante, la montagne était très importante. Il fallait bien sûr présenter une alternative néanmoins, présenter une alternative par rapport à ce que vous voyez à droite. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu un certain nombre de protections que nous avons construites contre le soleil, contre le vent, des constructions qui ont changé d'ailleurs, ont modifié un certain nombre de choses que nous avions prévues dans notre construction, et puis d'autres éléments qui étaient très importants dans tout ce projet, tels que la réutilisation des éléments de l'œuvre dans la construction de cet édifice. C'est un peu, bien sûr, une restriction, une contrainte. Vous voyez ici les coffrages en béton, un double revêtement à l'intérieur de ce qu'on appelle la caisse, vous permettez, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est ce qu'appelle l'orateur, avec une roche que nous avons voulu laisser en l'état, parce qu'en fait, ce serait vraiment tout à fait fou de ne pas laisser une partie de la nature. Et puis, nous essayons de nous adapter à ce site. Nous utilisons, bien sûr, et nous fondons dans la topographie. On creuse le sol pour se retrouver au cœur de la topographie. Bien sûr, les parties supérieures vont être des façades, finalement. Des façades que l'on va voir d'en haut. Donc, ce sont effectivement des éléments contrôlés, puisque ce sont des éléments qui sont tout à fait au cœur du projet et qui sont les plus visibles. Et ce sera une bonne partie. Il y aura des patios qui se construisent sur les parties supérieures. Et le résultat d'un urbanisme qui était extrêmement difficile, avec bien sûr les tours, les maisons unifamiliales, les creux laissés par le creusement des mines. Tout cela est important. Et nous voyons que chacun des éléments essaye de s'adapter au niveau du terrain. Ceci est une unifamiliale. L'unifamiliale, ce sont toujours des caisses qui sont tout à fait à la disposition. Elles sont disponibles, elles sont ouvertes. Enfin, on peut construire dans tout ce qu'on veut à l'intérieur. On peut imaginer. On le voit, on distribue, on répartit librement. Bien sûr, nous proposons un plan minimum, mais chacun, finalement, peut nous faire des offres, des propositions. Alors, il n'y a pas de sortie vers le fond, mais il y a un patio, il y a une cour intérieure. Ici, vous avez d'ailleurs un lieu de communication. Désolé, car en fait, ce sont des photos que nous avons prises nous-mêmes. Nous faisons beaucoup de photos, nous corrigeons ensuite dans notre cabinet, etc. Et ici, ce sont des étapes plus en amont. On voit ici comment nous avons voulu de coexistence avec le rocher, avec la place et la volonté d'un manque d'harmonie, si vous voulez. Certaines, si vous voulez, qui recherchent une certaine profondeur, que vous voyez dans le fond, et d'autres constructions qui font face à ce mur en pierre et qui donc sont sans perspective. Alors là, la construction, vous la voyez ici, elle essaye en tout cas d'établir une certaine mélodie entre des éléments de protection qui permettent de voir le paysage, la réutilisation des panneaux, des coffrages, des différents éléments des maisons unifamiliales, et puis des éléments de l'extérieur que vous retrouvez à l'intérieur des logements. Alors, c'est une maison unifamiliale qui est assez grande, qui est de là à là. Vous voyez les différents patios qui sont les lieux de croisement, des lieux collectifs. Ici, c'est une salle, un lieu à manger, ensuite chambre à coucher, etc. Non, les chambres à coucher sont toujours en bas, hein, attention, et la salle de bain en haut. Les lieux intermédiaires entre les tours et les constructions unifamiliales, nous avons souhaité en tout cas qu'il y ait beaucoup de travail qui se fasse en béton. Nous avons beaucoup voulu, en tout cas, essayer, rappeler la pierre naturelle, que ce soit un béton, en tout cas, qui soit un béton en l'état. Tout comme les pierres se laissent en l'état, un béton se laisse en l'état, avant de penser. À l'intérieur, des espaces libres
et ces voiles qui permettent de voir en translucide les paysages. Alors, il y a bien sûr des fenêtres, mais la fenêtre est ouverte, et donc l'extérieur est très présent à l'intérieur. Ici, certaines photos, des photos des différents coffrages que nous avons utilisés en tant que revêtement des différentes maisons unifamiliales, et tous les éléments de protection, des doubles fermetures pour obscurcir, également pour protéger du soleil, protéger du vent, comme je vous l'ai dit, puis dans les tours. Dans les tours, il y a toujours un point important dans le projet qui est l'accord entre, si vous voulez, la place publique, la passerelle, la communication. Donc, il y a tout un vestibule qui est assez important qui donne accès aux différents logements, avec une place qui va être le lieu de passage. La protection, c'est très important, protection pour éviter que l'eau, en fait, ne reste pas à l'horizontale, et également essayer de freiner l'entrée du soleil en été. Alors, nous avons les duplex, nous avons les simplex, comme ils appellent, au sein de ces tours. Alors, le voilage permet une certaine intimité. C'est ce que j'appelle un voilage. Ce sont des stores qui se trouvent à l'extérieur, mais qui permettent que personne ne te voit pratiquement de l'extérieur, parce qu'il y a un élément qui est assez standardisé, il est tout à fait industriel, c'est normalisé. C'est un matériel que nous avons voulu. Nous avons voulu, en tout cas, que ce soit aussi pur que le béton, et qu'en fait, il ne change pas la conception. Comment vous dire? C'est quelque chose qui paraît se fondre. Hein. Nous n'avons pas voulu. Nous avons voulu qu'il y ait une certaine austérité, et que la conception soit uniforme, qu'il y ait en tout cas un style commun, qu'il n'y ait pas nécessairement quelque chose qui soit plus criard à un moment donné. Alors, c'est ce que j'appellerais les voiles, qui sont ces stores. Il y a bien sûr des balustrades, mais des balustrades métalliques, forgées, dit l'orateur, qui permettent une grande visibilité vers l'extérieur et une dualité de ces tours. Elles sont à la fois opaques et ouvertes. Alors, si vous voulez, il y a des façades bien sûr, qui étaient inévitables compte tenu des situations. Pour nous, les logements doivent pouvoir regarder les deux baies. Donc, nous avons construit de telle manière que d'un côté, elle voit une baie, de l'autre côté, elle voit l'autre baie, l'Espagne et le Maroc. Hein. Et voilà un autre moment. Et des deux autres côtés, il y a opacité, il y a des murs en béton. Il y a eu quelques petites modifications suivant les tours, bien sûr. Ça, c'est le nord du Maroc qui se voit. Donc, c'est une couleur plus forte, plus d'inspiration à la vie, à l'existentiel peut-être, à l'enthousiasme. Alors, c'est un peu ce que nous avons ressenti. Nous pensons qu'en tout cas, la vie dans le nord de l'Afrique est bien différente de la nôtre. Elle est beaucoup plus vivante. Et donc, vivre vers l'extérieur et faire rentrer l'extérieur chez soi est fondamental. C'est l'intérieur de la place d'une première face. On voit, en tout cas, donc, vous voyez un étage émergé, mais il y a aussi l'immergé. Et puis, des places, des tours que vous avez vues, celle-ci, en tout cas, qui dit tout à fait sa relation avec l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle se protège du vent. Bien sûr, c'est difficile de comprendre parce qu'il n'y a pas une place qui ait le même accès ou d'ailleurs pas une tour qui soit identique à l'autre. Et c'est vrai aussi pour les unifamiliales. Puisqu'il y en a qui sont semi-enterrés, d'autres pas. Bien sûr, la place essaye toujours de se tourner vers des horizons. Alors là, c'est plutôt le Maroc. Cette place se trouve au-dessus d'autres places qui se trouvent en dessous, à deux étages en dessous. Et puis, vous avez en dessous, je vous l'ai dit, qui permettent d'avoir accès au garage et d'ailleurs à tout ce que sont les lieux de vie qui sont en semi-enterrés. Alors, les éléments d'accès, en utilisant à nouveau, bien sûr, des panneaux, des coffrages.
Et puis, enfin, des éléments beaucoup plus évidents, bien sûr, et essayer que les mêmes escaliers soient utilisés pour toutes les tours, bien sûr, et ce soit assez facile que de visser dans le béton ces différents éléments métalliques qui constituent l'escalier, puisque nous avons vu entre les différents écrans de béton, afin à la fois de protéger les vues de certaines vues, mais également protéger de différents éléments, comme je l'ai déjà dit. Bien sûr, ici, nous avons le niveau 0, et avec une ouverture qui permet d'être toujours en décalage d'étage, en déniveau, différents niveaux. Voilà une détour à l'intérieur, place. C'est la première phase. Le désaccord, le décalage qu'il y a suivant la position dans laquelle nous nous trouvons, suivant que nous trouvons un front de rue ou pas, les différences de façade. Et puis, l'accord toujours difficile, bien sûr. Ici, vous voyez cette ouverture. Ici, vous voyez bien sûr une partie supérieure qui est très importante. Et il y a cette tour qui est juste à côté, néanmoins. Cette tour n'est pas accessible par la construction plus basse que vous venez de voir, qui est une construction d'appartement. Et puis, cette couverture qui est nécessaire, cette partie supérieure. Mais ce qui est beau, ce n'est pas ça, à mon avis, en fait. Ce qui est fabuleux, c'est que, en fait, les municipalités nous ont offert la possibilité de réaliser tout cela. Là-bas, c'est étonnant. Écoutez, c'est un paradis, tout simplement. C'est une vue extraordinaire. Et je peux vous dire que dans la baie de Ceuta, de l'autre côté, que l'on peut voir de l'autre côté, c'est tout aussi beau. Je crois que c'est tout à fait un des miracles de notre société occidentale. Ce miracle qui peut encore avoir lieu dans nos sociétés occidentales. Et je vais introduire le suivant part plus vite, qui va être moins longue que ce qu'on a fait maintenant, que c'est celui de concours qu'on vient de gagner et qu'on est en train de faire le projet technique. Et on les a pris parce que c'est une nouvelle chemin de recherche qu'on a dans notre étude et on pense que ça peut être intéressant. Et le premier concours qu'on va vous montrer, c'est à Cordoue, c'est aussi au sud de l'Espagne. Et le programme, c'était l'ampliation de l'édifice de l'ordre des architectes de Cordoue. Alors ça, c'est l'édifice qui est maintenant en fonctionnement et c'est le complément protégé parce que c'est un édifice de début de siècle de 1900 et c'est la représentation de art nouveau là-bas à Cordoue. Et le contexte de l'édifice, vous voyez ici dans cette vue, c'est impressionnant parce que réellement c'est un des endroits où la ville a avidement grandi. Merci. Maintenant, quand j'arrête, il faut que ça revienne le français quand j'écoute l'espagnol. Eh bien, vous voyez que cette grande avenue a pas mal des étages, 10 étages moins, et l'autre un peu moins, 6 étages. Et le coin le fait l'édifice complètement, comme je dis, classique, avec beaucoup de langage. Alors pour nous, c'était aussi, on voulait faire cette concours parce que je pense qu'on pensait que c'était un très intéressant exercice de comment faire que l'architecture contemporaine convive avec l'architecture classique ou historique. Et en plus, c'était pour l'ordre des architectes, c'est le deuxième objectif pour s'amuser, pour faire quelque chose qu'on nous intéressait. Et
En ce moment-là, on était intéressé aussi dans les sculpteurs Oteiza. Et je suppose que vous connaissez comme un sculpteur espagnol très important de ce siècle passé aussi. Et ça nous intéressait beaucoup comment penser de faire un espace vide à l'intérieur comme un nid, une cesta, un nido. Et en s'amusant, on lui donnait le tour. Et ça apparaissait là, ça, et on disait, bon, ça peut être un exercice pour faire l'ampliation du collège, de l'ordre d'architectes, parce que c'est bien qu'on était sûr qu'on ne voulait pas faire une architecture avec beaucoup de langage et beaucoup d'expression, parce qu'on avait déjà cette architecture historique. Alors on voulait mieux faire comme un drap qui était en arrière, qui met ok. Alors, on a commencé à penser aussi avec les normes urbanistiques qui étaient très, très rides. Et parce qu'à l'être un édifice protégé, il disait d'accord, vous ne pouvez pas dans cette rue, vous ne pouvez pas construire plus que cette hauteur, dans l'autre plus que cette hauteur, et en plus, il y avait des distances qu'on devait maintenir pour être en dessous de l'édifice. Alors, on commençait à faire un jouet avec cette forme, et finalement, on a trouvé une solution. Alors, on proposait une architecture comme ça, où l'espace vide était le protagoniste. C'était plus important, l'espace au milieu, encore une fois, comme au théâtre, encore une fois, comme aussi dans les logements sociaux qu'on a vu aussi, comment on voulait encore une fois faire une continuité entre l'espace public de la ville et l'espace peut-être public de l'ordre de l'architecte, parce que c'est vrai que dans le programme de l'ordre, il y a aussi un programme public, que c'est la salle des expositions, et en bas, il y a aussi un auditorium pour des activités. Alors ici, c'est vrai qu'on s'est trouvé déjà une clôture historique, alors on ne pouvait pas l'enlever, mais bon, c'est bien, on l'assume comme partie du projet, c'est OK pour nous, mais on voit comment pour nous c'était encore très important de respecter le vide autour de l'édifice, pas seulement dans une coupe horizontale, mais aussi dans une coupe verticale. Comment réellement on voulait protéger et pas toucher la nouvelle architecture pas toucher théoriquement, parce que finalement, bien sûr que c'est connecté pour que le programme fonctionne, mais c'est vrai qu'on voulait respecter cette vide entre les deux pièces. Et voilà la façade à la rue qui est moins haute, et là l'autre. Et bien qu'on l'édifice avait aussi une façade à protéger, mais c'était pas original, c'était une addition postérieure. Mais bon, on y pense que c'était aussi compatible d'ouvrir différents trous pour permettre les visuels entre l'espace de la salle d'exposition extérieure à travers de la façade qu'on ne pouvait pas non plus toucher. Et on a toujours la référence qu'on avait joué avec les normes urbanistiques qui nous sert aussi comme une base pour projeter l'édifice. Voilà, c'est une vue recréée de l'espace de la rentrée. Là-bas, c'est la rue. Ça, c'est l'édifice qu'on ne pouvait pas toucher du tout, qu'on a respecté. Et ça, c'est une continuation de l'espace, pourquoi pas l'espace public de la ville, parce qu'ici, on pourrait rentrer dans l'espace d'exhibition, et en bas, voilà, c'était l'auditorium. Et plus on va en haut, plus on trouve des programmes plus privés. C'est la différente coupe horizontale, parce que pour travailler avec cette nouvelle architecture, on devait aussi l'entendre avec différents tacs horizontales. Mais on voit comment dans le niveau inférieur, c'est l'auditorium, et ça c'est la relation avec l'ancien édifice qui avait aussi un étage qui
qui a sa propre ventilation, parce qu'elle n'est pas complètement enterrée. Et voilà la relation au rez-de-chaussée. On peut continuer à monter avec l'ascenseur. Suivant étage, le couple, on voit comment plus en plus il y a des connexions entre les deux architectures. Ici, bien sûr, on met le programme qui permet une partition, mais plusieurs partitions, et le programme contemporain, qui permettait plus le mouvement entre les personnes, on le mettait dans le nouvel édifice. Et finalement, on arrive en haut, et ça c'est les couverts de l'ancien édifice, et ça y est, le nouvel commence à s'indépendiser. On voit la différence de programme de plus public à plus privé. Je ne vais pas m'arrêter pour l'expliquer, c'est pas la peine. Et voilà, finalement, cette envolture permettrait aussi qu'à travers d'elle, on pourrait avoir ou bien des paraments solides ou bien de vitres. Alors si c'est des vitres, on a prévu la construction d'une galerie pour maintenir le vitre, les nettoyer par dehors et tout. Alors on a étudié la possibilité de faire une nouvelle enveloppe homogène dans tout le projet, et qui est compatible avec avoir de la glace et une vue extérieure, ou pas avoir cette vue. Alors maintenant, on est en train de travailler dans le projet technique, dans le projet Proyecto Básico, c'est la première phase. Et bon, ça c'est une récréation de ce qui pouvait passer dans le dernier étage, où est les postes politiques de l'ordre de l'architecte. Este es un proyecto que estamos haciendo. Alors il s'agit d'un autre projet, c'est un projet que nous appelons exécutif, et nous avons remporté un prix, un concours, et nous avons pu amorcer cette construction. Ce sera le musée de l'architecture, qui d'ailleurs se trouvera aux côtés d'une fondation de recherche pour l'architecture et l'ingénierie. Il s'agit d'un projet d'une recherche assez complexe, avec salle d'exposition, bibliothèque, et également d'ailleurs un certain nombre de bureaux, des bureaux pour d'ailleurs les travaux publics dans le sud de l'Espagne. Alors, ce que nous souhaitions vous présenter ici, c'était ceci. Le concours s'est fondé sur l'existence d'un ancien couvent du XVIe siècle. Et tel que nous en avons hérité, il s'agissait d'une église, d'un cloître plus précisément, ce qu'on appelle un compas. En fait, il s'agit d'un patio, une cour intérieure, avec derrière toute une série de vides qui étaient d'ailleurs le lieu où nous pouvions construire. C'était des terrains, en fait. Un tiers pouvait être reconstruit. Voilà, cette partie est importante. Il s'agit de tout un quartier qui était l'ancien quartier juif de Séville, où vivaient les Juifs avant qu'ils ne soient expulsés par les rois catholiques. Vieille histoire, bien sûr. Alors, nous en avons, ce qui a été conservé, c'est l'architecture et rien d'autre. Plus d'autres traditions. Alors, il s'agit d'une construction tout à fait enracinée dans l'urbain, dans le tissu urbain. On sent, c'est plus un fromage gruyère, hein, vu d'en haut, très compact. Il est difficile de voir où est la rue, ou le lieu privé, le lieu public. Oui, c'est une rue, oui, là, effectivement, il y en a une, il y en a encore une là, oui, d'accord. Il y en a encore une là, ça c'est plus perceptible, mais enfin, pratiquement des impasses. Hein. Alors, le couvent se trouve, lui, par contre, l'ancien palais, couvent, cloître,
se trouvait dans un système architectural qui était à peu près semblable. On voyait très peu de rues et les rues étaient extrêmement étroites à l'intérieur. Le projet devait donc se développer en interne, à l'intérieur. Très peu de personnes, assez vite d'ailleurs, avaient eu vent d'un concours, ne savaient pas d'ailleurs qu'il existait ce terrain, un terrain qui représentait, je vous ai dit, un tiers pratiquement de ce couvent, de ce cloître. Et donc, il était un tiers de la surface, car en fait, de l'extérieur, difficile d'apprécier, difficile d'évaluer que cela pouvait exister. Le projet que nous allons développer, ce serait comme construire une architecture dans quelque chose qui est intime, qui est privé, qui n'est pas ouvert à l'extérieur, qui n'est pas collectif, qui n'est pas public. Comme si vous voulez, il fallait construire dans une poche. Alors, ce n'est pas une architecture qui puisse apparaître, qui puisse tout à coup émerger, sortir au monde. Non, il fallait la laisser à l'intérieur. Alors, comment construire un langage, comment construire un espace qui doit rester quelque chose de très... Alors, voilà, ça c'est une chose que c'est notre talisman. C'est une œuvre qui vient de Bruce Mann. C'est au tout début de son œuvre. C'est vrai, malheureusement, l'œuvre aujourd'hui est un peu perdue de sa machine, mais il dit « ça, c'est l'espace qu'il y a en dessous de ma chaise », dit-il. Alors, ce sont des œuvres peut-être que nous avons, avec le temps, compris. Nous avons beaucoup réfléchi à ces œuvres au fil du temps. Nous n'avions jamais pensé, d'ailleurs, à l'espace en dessous d'une table, en dessous d'une chaise. Néanmoins, lorsque, tout à coup, c'est raconté, ça devient un conte qui est conduit par un architecte, on se rend compte que l'espace est si complexe, si riche, alors que pratiquement on pensait qu'il n'y avait pas ou qu'il était vide. Non, non. Alors, en fait, peut-être que cet espace vide, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux sur cette thèse, peut-être le meilleur des espaces, c'est ce qui nous échappe le plus. Alors, c'est ce que nous voyons ici à Séville, notamment dans le centre historique. Il y a de nombreux espaces qui, justement, sont très riches parce qu'ils sont vides. Ça, c'est un des terrains en question, hein, on appelle là-bas des solars, parce qu'on peut y construire. Et le monde est tout à fait intérieur. C'est un monde fermé de Séville. Avant de construire, on le voit dans certains quartiers, hein, il y a beaucoup de ces espaces. En fait, il faudrait les protéger, d'ailleurs, ces espaces vides. Ça devrait être interdit, puisqu'il y a tant de richesses dans ces villes. En fait, il faudrait faire payer aux gens qui appartiennent à ces espaces et leur interdire d'y construire. Car en fait, ce sont des beautés, ce sont des ouvertures qui sont fermées. Et un peu de ce qui est Séville, c'est ce que vous voyez et ce que je vous montre maintenant. Vous voyez, c'est l'intérieur des choses. On construit, on vit à l'intérieur. C'est un bar qui est très, très connu, hein, et très, 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 très tendance à Séville. Les étrangers vont beaucoup. Ça s'appelle la Carbonerie. Hein. C'est une petite maison qui donne à front de rue. Mais si vous allez à l'intérieur, il y a 1500 mètres carrés qui sont vides et que personne ne voit, dont l'existence est tout à fait inconnue. Alors, le bar est rempli de petits réduits, de petits coins, et ce sont avec des murs qui sont tous des parois de séparation, des parois médianes. Alors, nous savions que l'architecture qu'il fallait faire devait à la fois ressembler à ce qui se trouve à gauche et à ce qui se trouve à droite. Enfin, c'est presque, voilà, bien sûr, ça c'est Lisbonne. Bon, écoutez, ça c'est froid en bas, c'est improvisé, c'est un peu de n'importe quoi. Nous n'étions pas d'accord pour faire ça. Nous voulions quelque chose qui se pensait de l'intérieur, un projet que nous avons imaginé. Nous sommes partis de l'église, hein, qui existe, le cloître, bien sûr, et puis la partie du musée se développe à l'intérieur. Si vous voulez, comme une écharpe qui se déploie petit à petit. Ici, c'est un ancien jardin qui d'ailleurs était le potager du couvent, hein, et qui doit l'enrichir. À l'extérieur, on ne voit pas la construction, ce sont donc des logements. Donc tout se fait en intérieur. C'est toute petite rue qui donne à l'extérieur. Puis ici, bien sûr, il y a l'entrée au complexe. Alors, ce sont ici des bureaux, et voilà. C'est ce que nous allons vous raconter maintenant, les histoires, ce parcours. Alors, le projet a commencé par un accès par, ici, le complexe, une entrée en cascade vers le cloître et vers
d'ailleurs le musée de l'architecture. En bas, au rez-de-chaussée, il est très, très important qu'il n'y ait pas de toucher avec le sol, c'est-à-dire que le jardin puisse se développer jusqu'où il pouvait. Donc, si vous voulez, tout cela doit pouvoir rester jardin, ne peut être touché, ne peut être écrasé par un pied. Alors, ici, tout sera inondé de lumière jusqu'aux salles de conférences, de séminaires. Et en haut, oui, là, on commence à construire, là, on commence à sortir vers le monde, vers les salles de musées, des salles d'enseignement aussi de cours. Il y a des séminaires qui sont donnés, bibliothèques, des salles d'archives, puis une salle d'exposition qui va rester d'ailleurs comme elle est à l'heure actuelle parce qu'elle est déjà utilisée comme lieu d'exposition. C'est l'église, en fait. Puis ici, il y a des bureaux. Je ne vais pas peut-être tout vous révéler, lever le voile surtout, car il me semble que l'heure se fait tardive. Mais en tout cas, l'architecture donc se construit comme une écharpe, je vous l'ai dit. C'est un grand meuble. Un grand meuble. Les salles se suivent, ne se ressemblent pas nécessairement, mais ici, vous voyez une rampe. Ici, une salle, une autre salle, une autre salle, jusqu'à arriver, évidemment, au lieu d'études, ingénierie et le reste de l'édifice et des communications. Et on recommence. Si vous voulez, c'est en plusieurs couches, comme un oignon qu'on pèlerait. Et puis, ici, ce sont les entrepôts. C'est un projet qui, lui, est étendu, qui n'est pas encore mis sous forme d'écharpe qu'on noue autour d'un certain coup. Alors, on voit ici le directeur de l'institution de cette cité, de ce complexe, nous avait déjà imaginé quelque chose qui était assez semblable. Un peu une salle. Alors, on voit, lorsque vous traversez une salle, vous voyez la Tour Eiffel. Bon, il y a effectivement, bien sûr, c'est ça. Mais on peut dire, c'est Eiffel qui l'a fait. C'est extraordinaire. C'est pas d'une construction d'Eiffel. On a l'impression que c'est néanmoins la Tour Eiffel. C'est simplement, vous allez voir une série d'architectures qui, bien sûr, sont proches, qui sont dans la ville. Ce sont des palais, ce sont des tours, ce sont des églises, etc. Et de la salle du musée, nous voulions également reproduire, et en tout cas que les visiteurs aient une vue de la ville à l'intérieur. Donc, nous avons ici dans au rez-de-chaussée, qui est d'ailleurs se termine par la salle de conférence. En haut, vous avez le lieu de l'exposition. Et ensuite, encore un autre étage d'exposition. Le cloître, le jardin intérieur, le jardin qui d'ailleurs se cache jusqu'en dessous de l'édifice, puisqu'il ne repose pas sur le sol, un peu comme en bois, qui en fait enveloppe, qui est une enveloppe, et comme une écharpe qui envelopperait un coup plus ouvert. Tout ce bois, cette écharpe donc l'entoure, le protège, et puis on voit le jardin qui va jusqu'en dessous des édifices, qui se reconstruit en dessous. Salle d'exposition, des maquettes, on voit que tout cela avance vers le cloître, sort au jardin, vers le jardin. Et ce sont des personnages, bien sûr, qui ont été ramenés des Amériques du temps de la colonisation et qui, en général, complétaient les couvents dans le sud de l'Espagne, car il s'agissait de richesses aussi importantes que l'or ramené d'Amérique latine à l'époque. C'est une mémoire. D'autres sections, la salle de conférence qui se trouve ici, qui est un peu en tranchée, qui est un peu pour faire entrer le jardin, en tout cas ses racines dans la salle de conférence, et puis qui se relie au cloître, les arbres, le jardin, la salle de maquette, des expositions,
Puis nous avons bien sûr, que sais-je, ce personnage, grand personnage. Oh, il y a un certain nombre il y a un certain nombre de grands exposants en tout cas. Ça, c'est comme une peau, pensons-nous. Un épiderme, nous pensons que ça doit avoir un langage qui doit permettre à la fois d'avoir une vision vers l'extérieur, mais qui donne une certaine intimité. Hein. C'est sans doute ces enveloppes qui sont parmi les meilleures idées que nous ayons eues en l'occurrence. Lors de l'inauguration, on avait l'impression qu'il y avait une respiration, car en fait, il y avait du vent et ça bougeait. Hein. Ces différents éléments bougeaient, se mouvaient au fil du vent. Nous avons eu un peu de chance aussi, mais il fallait le faire. Il fallait aussi le faire. C'est une peau pour l'édifice qui bouge. Ce sont un peu comme des branchies qui rappellent qu'une architecture vit, respire. Les branchies d'un boisson permettent la respiration. Nous voyons ici les différentes constructions que nous avons conçues pour cette partie de l'édifice, mais pour le reste de l'édifice également. Alors, autre salle des maquettes, vous le voyez, d'autres parties du parcours. Ce projet, nous sommes en train de le développer, de le promouvoir. Nous en revenons aux pierres, vous le voyez. C'est une tour de bureau. C'est un concours de l'année dernière que nous avons emporté dans une ville emblématique, hein, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le thème de la tour, c'est bien sûr un thème qui est un peu plus difficile. Lorsque nous voyons les tours dans les livres, etc. C'est vous qui avez commencé, hein, je voulais vous dire. Une tour, c'est, si vous voulez, le symbole par excellence de la sophistication. C'est ce qui coûte le plus cher. Et puis, c'est tant qu'architecte, tu te dis, mon Dieu, pourvu que ça ne m'arrive pas, parce que j'aurai des experts alentour, etc. Comment je vais faire mes fenêtres, mes vitres, etc. Bon. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est toujours angoisse, qui est l'angoisse suprême de l'architecte. Alors, ça me dit, écoutez, nous pensions qu'il fallait quelque chose d'assez svelte. Suanucci, voilà, dans cette pierre qu'il posait dans des lieux publics, hein, pour lui, mais également sur des places publiques, il introduisait ces éléments. Ce sont des éléments qui sont très puissants. Pourquoi? On ne sait pas combien de mesures, mais on se dit, mais si on enlève cela, quelle est l'échelle? Voyons un peu une personne qui se mettrait à côté, elle irait jusqu'où? Elle irait jusque-là, jusqu'en haut, jusqu'au milieu, jusqu'au tiers, enfin, qui sait? Et il y a aussi des pierres de Nucci qui, en fait, n'ont jamais de façade, vous voyez? Ça, c'est un élément qui nous avait un peu frappé, un élément important. Alors, une tour, par exemple, pourquoi essayer de ne pas lui donner de façade? Pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose high-tech? Bon, mais lorsque, bon, elles ne sont que des vitres, le high-tech par excellence, finalement, pour moi, ce n'est pas une réussite, si vous voulez. En fait, c'est l'anti-réussite. Et nous pensions qu'il y avait quelque chose d'un art plus brut, plus simple, qui devait inspirer notre projet. Alors, ces quatre diapositives, hein, puisque tout cela est en voie de réalisation, nous sommes aux prémices. Alors, le projet était celui-là, voilà, c'est sur cette base que nous avons emporté pour le projet, le concours. Bien sûr, voilà la norme, hein, ça c'est la tour. Bon, on ne pouvait pas faire tout à fait, il fallait qu'elle lui réponde dans une certaine mesure, qu'elle lui corresponde. Et il fallait qu'il y ait un certain langage, mais également qui se retrouve dans la banlieue de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes partis d'une tour tout à fait simple, hein, basique, voilà. Parce qu'on avait dit, c'est pas un édifice durable, etc. Bon, vous serez tout à fait déqualifié, etc. Nous sommes partis, si vous voulez, une tour tout à fait simple, hein, banale. Puis, nous avons essayé de la soumettre à la fatigue du soleil, et puis nous avons essayé également de jouer sur tous les effets solaires. Hein. Nous avons fait tout un calcul au départ pour que l'édifice soit tout à fait auto-soutenable, c'est-à-dire que l'énergie engendre tout ce qu'elle va, comme énergie, tout ce qu'elle va
dépenser, ça veut dire consommer, et qu'elle, tout à coup, elle se déforme. Vous voyez, elle s'est déformée. Au début, on part d'une boîte, une boîte carrée, coupée au carré, bon, voilà. Corbusier disait, c'était très beau, hein, c'est la bouteille, hein, c'est la boîte, hein, c'est l'escalier, voilà, tout simplement, l'espalier. Puis là, on a fait ce qu'on a pu faire. Nous avons subi à l'ensoleillement, en tout cas, nous avons développé sa récupération d'énergie. Donc, vous voyez ici, comme l'espalier est en train de se bouger sérieusement, vous voyez à quel point. Et au fil du temps, nous avons vu comment déployer les choses, comment le plan technique et finalement comment nous avons imaginé cette tour pour qu'elle réponde aux différents ensoleillements pour en récupérer le maximum pour qu'elle s'inscrive dans une volonté d'énergie durable. Alors, c'est vrai que, bon, certains nous disent, bon, c'est pas génial, hein, c'est pas bobo, hein, c'est pas de l'esthétique pure, etc. Et puis voici, ici, c'est la grande façade qui capte tout le soleil et qui permet finalement de faire un édifice qui est durable, qui est soutenable, énergétiquement parlant. Puis il fallait introduire des bureaux dans tout cela. Alors, les architectes, si vous voulez, nous, on est un peu, si vous voulez, comme des chercheurs des premiers temps, hein, les premiers homo sapiens. Hein, donc, on se retrouve face à devoir construire des bureaux. Et alors, on remplit notre bureau de tas de choses qui sont finalement très personnelles, parce que tout ça, on va le chercher en soi. Hein, c'est parce que finalement, on recrée des espaces qu'on voudrait habiter, dans lesquels on voudrait travailler. On voudrait échapper au monde uniforme dans lequel nous vivons, dans lequel nous travaillons. Ah, parce que tout le monde fait la même chose, hein, multiplier les mêmes. Alors, on met les photos du mari, de la femme, de la fiancée, des enfants, autour et alentour. Enfin, on fait tous la même chose. Ou bien, on se réunit pour fumer des cigarettes, c'est bien. Heureusement, maintenant, on ne peut plus fumer. Donc, on ne peut plus fumer, enfin, on se parle. Enfin, on commence à tisser d'autres relations que celle de fumer une cigarette. Enfin, ça, c'est donc un édifice de Puerto de Galicia, un port de Galice qui est très important. Hein, vous voyez, toute la côte de la Galice contrôle un peu les ombres. Il y a l'industrie principale et celle de la pêche, avec de nombreux services, etc. Nous avons pensé que quelque chose de très important dans cet environnement, c'était permettre tout d'abord que le fonctionnaire, que le travailleur qui va au jour le jour à son bureau, en fait, ne puisse, bien sûr, oui, ne puisse ne pas se sentir uniformisé, mais qu'il se sente individualisé. Si vous voulez que ce soit un lieu qu'il puisse personnaliser, qu'il va coloniser lui-même, où il puisse, s'il veut fumer, il fume, s'il veut mettre des plantes, il plante. Enfin, si vous voulez, un lieu qu'il puisse personnaliser, pas un lieu, si vous voulez, d'enfant. Finalement, un lieu peut-être un peu puéril, mais nous ne sommes pas dans la puérilité. Mais en tout cas, que chacun puisse recréer à l'intérieur, voilà. Alors, c'est bien sûr, c'est beaucoup moins cette fonctionnalité uniforme, etc. Non, non, ce n'est pas 25 cm que partout, non, c'est autre chose. Nous pensons que l'espace qui va être colonisable par les fonctionnaires qui travaillent à l'intérieur devait se présenter de manière différente, avec néanmoins un certain nombre de services, un vestibule qui permette de communiquer les uns avec les autres sans qu'il y ait nécessairement de mise en danger, si vous voulez, de l'intimité de la personne. Alors ici, je peux vous dire que ça ne se voit pas, mais il y en a aussi de ces vestibules. Ici, vous voyez donc des petits couloirs. Ici, vous voyez un lieu pour pouvoir y introduire son soi, hein, sa colonisation, et puis encore cette pierre qui permet, bien sûr, de coloniser, mais qui se mouille, qui est protégée du vent, mais qui est aussi perméable parce que la partie protectrice se trouve plus à l'intérieur. Alors, ici, nous voyons, ce sont les lieux plus collectifs avec différentes positions de la tour. Et donc, chaque lieu public est un lieu de relation. Et c'est un lieu qui permet de retrouver son bureau. Un lieu de passage, mais un lieu de rencontre également. Moi, je ne sais pas, est-ce que nous avons du temps? Est-ce que quelque chose très bref, très brièvement? Je voulais encore... Il s'agit d'un projet, que nous sommes en train de développer, qui date de l'année dernière. Qu'est-ce que nous avons encore? 5-10 minutes? C'est parce que c'est le dernier, mais c'est très court. Je suppose que oui, c'est pas trop fatigué.
Pero es el único proyecto como... Alors, c'est le dernier, en tout cas le dernier espace public. C'est vraiment la dernière des choses qu'on va pouvoir vous présenter de toute façon. Alors, il s'agit d'un concours. C'était un lieu très difficile à aménager, très difficile à penser. Ce sont les grandes œuvres publiques dans les villes, les grands chantiers publics, vous voyez, qui laissent finalement des blessures profondes. Et puis après, il faut les guérir, et il faut essayer de trouver des solutions. Vous voyez, l'exposition universelle, on a construit cette grande gare. Et puis autour et alentour, écoutez, il y avait toute une série de grandes blessures qu'on a laissées là, ouvertes. Et on s'est dit, débrouillez-vous. Il cicatrisait, vous, les autres. Alors, toutes ces grandes aires, ces grands axes vers Madrid, vers le sud, tout cela a été construit au centre, en plein centre de Séville. Donc, en plein jour, vous ne voyez que cela. On a séparé deux grands quartiers résidentiels de Séville, un qui se trouve près du centre, qui se trouve à gauche et à droite, l'autre grand centre qui s'appelle Dervion. Toute cette partie, bien sûr, de la gare a résolu beaucoup de problèmes de logistique. Le train à grande vitesse avait... Et puis, malheureusement, vous avez laissé ce chancre. Hein? Ce chancre. Voilà. Voilà. Excusez-moi, j'ai utilisé le terme espagnol pour le train à grande vitesse, dit l'orateur. Enfin, tout cela, en tout cas, a rompu la communicabilité entre les deux quartiers et est resté comme une lagune qui est impénétrable. Alors, le projet que nous avons imaginé, c'est un projet qui est de couvrir, avec bien sûr la permission de la société de chemin de fer, c'est pratiquement gagné, donc couvrir toutes ces voies ou ces voies perdues, si vous voulez, et rétablir la communication entre les deux quartiers. Puis, il y a un autre problème, parce qu'une fois cette solution adoptée, on pensait qu'elle était la plus intéressante. Comment alors projeter un espace public maintenant que nous avons déjà le démarrage? C'est un programme qui est assez mixte, car nous aurons un édifice, un centre culturel qui va se construire de 5000 m², qui s'appellera pour la célébration ou l'interprétation des libertés. Il s'agit d'un édifice qui sera construit ici. Ici, il y aura bien sûr des arrêts de bus, taxis, tout cela entre une partie qui pénètre la gare. Il y aura un métro aérien, donc en surface. Puis tout le reste, ce sera différents édifices. Il y aura une certaine continuité qui permettra en tout cas différents mouvements et différents parcours pour les personnes. Voilà la gare, la grande entrée, l'escalier mécanique, bien sûr la couverture qui ressemble à un parasol, Cruz Ortiz, le grand architecte espagnol. Et tout l'espace public, le voici. Là, c'est l'édifice d'interprétation. Tout cela est modulé en fonction des différentes célébrations de différentes personnes. Tout cela va être destiné. Là, il y aura des concerts rock sur un clou. Là, ce sera plus comme un lieu de parcours vers l'édifice. Et puis, toute cette partie qui sera également un parcours essentiel, qui conduira ce parcours essentiel à la gare, et puis un trafic plus restreint, mais que nous devrons accepter, qui sera le lien entre les deux quartiers et où les voitures pourront passer. Les bus, les taxis se trouveront là, et ici, nous aurons encore un terminal de bus. Alors, ce serait assez difficile de vous raconter tout le reste, mais il y aurait beaucoup à dire et nous avons encore une intention. L'intention d'avoir, bien sûr, un espace public qui puisse être traversable dans tous les sens, où on puisse effectivement socialiser, c'est-à-dire s'installer, parler, etc., communiquer, voilà. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile à expliquer en 5 minutes, un peu philosophique pour se faire, mais bon, c'est quelque chose d'intense. Nous souhaitons en tout cas que ce soit bien pensé, qu'on invite à la parole et que l'on pense en termes publics et privés, que le monde privé est un monde
monde de plus en plus intime, et de plus en plus renvoie vers un enfermement dans sa chambre avec Internet et le public et la sortie, l'éclatement nécessaire. Alors, bien sûr, ceux qui ont été aux États-Unis se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'espace public. Lorsqu'il existe, il est contrôlé, il est inexistant. Et toute personne qui se promène dans les lieux publics est toujours soupçonnée et suspicieux. Suspicieux pourquoi? Parce qu'en fait, soupçonneux si on n'est pas en voiture, si on n'est pas accompagné par quelqu'un d'autre. On n'est pas là, non. Mais nous sommes en train de nous acheminer vers un tel contrôle du lieu public. Et donc, le mouvement plus aléatoire, de groupes différents, etc., écoutez, est parfois bien plus difficile que dans le passé. Alors, tout ça est très artificiel, bien sûr, mais en tout cas, qui souhaitent justement échapper à ce manque de communicabilité. C'est un peu la célébration, la fête à la liberté, et ça, en tout cas, ça, vous le connaissez, j'en suis certain. Ce sont les corps tels qu'ils ont marqué les linceuls dans lesquels ils ont été enfermés. Alors, nous avons souhaité reprendre ces peintures pour les remettre en grand, en plus grand, de manière avec une plus grande amplitude, pour rappeler que les êtres humains se parlent, ont besoin d'être ensemble et qu'il ne fallait pas de censure, qu'il fallait en tout cas ne pas censurer. Il y a trop de censure, surtout lorsque l'architecture est mauvaise. Et là, nous avions eu effectivement une architecture jusque-là qui avait été très censurée parce que très mauvaise. Nous avons voulu lever certains voiles de la censure de cette architecture et peut-être rétablir un espace public qui ne soit pas, qui échappe à cette censure et qui échappe à ce contrôle public. Et vous voyez ici les différents édifices d'interprétation, ici un stationnement, les stations de bus, de taxi, les pelouses pour les concerts de rock et puis tous les parcours qui conduisent à la gare. Voilà, ici vous voyez une des salles d'interprétation pour les enfants. On prévoit que l'édifice fasse un apport important. De nouvelles technologies, apprennent aux enfants à jouer avec les nouvelles technologies, apprennent en tout cas ce que sont les différents réseaux et les entrer en contact, en communication avec les réseaux. Autre édifice, un autre lieu, un autre édifice d'interprétation. Ça, c'est un continuum, en tout cas, c'est des espaces d'interprétation qui doivent déboucher sur la grâce. Merci. Merci de nous avoir toléré l'orateur pendant plus d'une heure et demie. Et voilà. Merci.